Et tout de suite, nous allons entrer dans une nouvelle table ronde, enseigne et innovation, le cycle de vie d'un point de vente et de sa création à sa seconde vie. Autour du cycle de vie du point de vente, évidemment, nous avons des experts issus des enseignes et fournisseurs de solutions qui vont aborder des points essentiels de la vie de nos boutiques. On va les entendre sur la conception, la gestion opérationnelle intelligente, l'économie d'énergie et puis la seconde vie. Pour cette table ronde, je vous prie d'accueillir bien chaleureusement sur scène le délégué général Procos Emmanuel Leroc et le président Club Enseigne et Innovation Éric Mangematin. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas Éric Mangematin, on va vous le présenter dans quelques instants. Je m'appelle Stéphane Jobert, je suis journaliste. Je présente Stéphanie Campagne, qui elle aussi est journaliste. On va animer cette table ronde dans quelques instants avec vous et avec évidemment pour ce club Enseigne et Innovation, dont Éric, tu vas nous donner quelques mots. Pour ceux qui ne connaissent pas le club, comment est-ce qu'on peut le présenter en quelques lignes? Très simplement. Le club, c'est 120 membres des enseignes. C'est un lieu de rencontre. On fait connecter en fait tous les directeurs travaux, directeurs techniques, directeurs développement, directeurs maintenance des enseignes avec des personnes qui proposent des solutions. Donc fournisseurs soit de matériel, soit d'équipements, soit de services. Et le club, c'est ça. Si j'avais résumé le club en 5 mots, en gros, c'est retail, bien sûr. Engagement, parce qu'on n'a que des membres hyper engagés. On a plein d'experts, donc expertise serait le 3e mot. Solidarité, en fait, c'est dans l'ADN du club de se serrer les coudes, d'autant plus quand la conjoncture pourrait aller mieux. Et puis le dernier mot, c'est convivialité. Le club, c'est un club simple, on se prend pas trop la tête. On est plutôt là pour passer des bons moments et surtout grandir ensemble, apprendre les uns des autres. Vous vous retrouvez régulièrement, c'est ça, pour travailler sur des sujets connexes? On se voit une fois par mois au cours de soirées, puis également régulièrement on a des formations, à peu près 7 à 8 formations par an, des visites de sites et également des visites de centres retail. On a visité par exemple le centre Val d'Europe, on a visité le Roland Garros, ce genre de lieux, pardon. Et puis on a également forcément d'autres événements au pied levé. Ça peut être typiquement la rencontre d'acteurs ou la rencontre de projets très emblématiques. La Samaritaine, par exemple, il y a quelques temps. Il y a un appel du pied à faire aux directeurs techniques qui sont là ce soir. Bien sûr, vous êtes toutes et tous bienvenus. Je vous invite à venir nous voir. On a un stand et au-delà du stand, on a un village parce que c'est, encore une fois, le club, c'est une place de village. On aime bien se retrouver autour d'un bon foyer. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a Cécile qui est avec nous, qui sera un plaisir de vous accueillir. Et puis moi-même, ainsi que tous les membres. Cécile ainsi que tous les membres. Voilà. Donc venez nombreux et bien sûr, on souhaite faire grandir le club, se faire connaître davantage. Et on remercie encore Comexposium pour cette mise en valeur, un partenariat de 18 ans, donc un grand merci. Merci beaucoup, Éric, pour applaudir. Éric Mangematin, président du Club Enseigne et Innovation. N'hésitez pas à aller aussi vous informer sur les réseaux sociaux, sur le club et sur la page LinkedIn. Stéphanie, alors je le disais, toi tu as travaillé pendant de nombreuses années auprès des marques, Esprit, pour citer, voilà. Et aujourd'hui, tu accompagnes le club Enseigne et Innovation. On va accueillir nos 4 intervenants avec lesquels on va donc débattre. On va échanger sur ce cycle de seconde vie, de cycle de vie du point de vente, de sa conception jusqu'à sa seconde vie. J'appelle Carole Etienne, responsable immobilier chez Nespresso, que vous pouvez applaudir. Isabelle Virin, qui est directrice technique chez Kiabi. Olivier Mulvé, qui est directeur commercial chez Envolia, qui est un installateur de solutions thermiques et climatiques. Et Thomas Rolando, que vous pouvez applaudir aussi, qui est directeur de travaux chez Café Joyeux. On va ensemble échanger tous les 4. On va vous poser des questions pendant 40-45 minutes et puis après on prendra le temps aussi de prendre vos questions dans la salle, c'est important si vous en avez. Alors, aujourd'hui, à la fois pour des raisons économiques, mais également environnementales, on ne conçoit plus un point de vente comme on le concevait il y a une dizaine d'années. Vous le savez, on doit à la fois penser expérience client, efficacité opérationnelle, on doit penser adaptabilité, durabilité, engagement également des équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, première question, dès les premiers dessins du concept, on pense à tous ces paramètres-là? Isabelle, peut-être pour commencer. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on n'a plus le choix que de penser en amont la fin de vie en fait, du magasin. C'est en amont que joue le ROI en fait, du point de vente. Il faut trouver un équilibre
entre un concept, une expérience client, les valeurs portées par l'enseigne et le coût que nous pouvons ou nous voulons mettre selon les contraintes du site et du concept, tout simplement. Il faut en amont qu'on puisse adapter le concept en fait à la coque. À une époque, on prenait une coque, on rasait tout, on recommençait à zéro. Aujourd'hui, la plus-value de déplacer les cabines de 5 mètres notamment versus l'expérience client, pas vraiment prouvée. En tout cas, la plus-value de ne pas le faire, elle est prouvée au niveau environnemental et économique. Il faut donc réfléchir en amont avec les équipes magasins à comment adapter en fait le point de vente. En fait, aujourd'hui, c'est le même sujet sur les éléments de sécurité. Quid de l'impact de bouger en fait un tableau électrique quand on prend une cellule plutôt que de s'en arranger et de faire autrement entre le concept, le merch et les équipes magasins. En fait, les équipes techniques, les responsables travaux doivent plus déployer en automatique, entre guillemets, bêtement un concept, mais ils doivent s'adapter, réfléchir. Les responsables travaux, pour moi, sont des équilibristes qui, au quotidien, doivent jongler entre le concept, la réalité terrain et la réalité économique. Alors là, c'est côté enseigne, côté fournisseur d'installations techniques, thermiques, climatiques, Olivier ? Alors nous, on intervient effectivement après la naissance d'un concept, puisque effectivement, on n'est pas sollicité par les enseignes lors de la création d'un concept. Nous, notre travail, ça va être d'apporter des solutions techniques, de climatisation. Alors il y a la partie installation qui est en général simple, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur des coques vides ou des coques sur lesquelles on va pouvoir mettre des nacelles, des échafaudages. Nos techniciens vont pouvoir travailler en sécurité. Et je dirais après, nous, ce qui nous impacte après, c'est la partie exploitation, où il est très important lors de la conception d'un concept, il va durer 5, 6 ans, 7 ans. Eh bien, nous, on va devoir pouvoir accéder en toute sécurité, faire en sorte d'entretenir le matériel. Et nos techniciens, aujourd'hui, on doit s'assurer qu'ils puissent vraiment ne pas avoir d'accident. Donc, pour nous, le concept idéal, c'est un concept sur lequel on va pouvoir vraiment pouvoir l'exploiter en toute sécurité, puis s'assurer que le matériel, eh bien, dans le temps, il va durer le plus longtemps possible. Donc si j'ai un petit message à passer, mettez-moi des locaux techniques plus grands, des choses comme ça. Voilà. On installe le matériel peut-être un peu moins haut. Voilà, j'en profite. Hein. Alors, excuse-moi, il va falloir que tu fasses avec ce qu'on va te donner, surtout. Stéphanie. Oui, bah là, je n'ai rien à dire à ça. Hein. Je prends quand même. Hein. Tu prends quand même. Je me souviens qu'à une époque, à partir du moment où on avait trouvé un emplacement numéro 1, on y allait, on fonçait, on signait le bail. Même si finalement la coque correspondait pas particulièrement aux besoins, c'était la règle de l'emplacement. Ce qui amenait souvent, au-delà de la partie concept qu'on avait déployée, à créer des réserves qui étaient mais absolument impraticables, voire totalement dangereuses, des locaux sociaux déplorables, on l'a tous connu. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu sorti de ce truc-là. Carole, c'est quoi ton expérience là-dessus ? Alors effectivement, il y a eu une époque où l'emplacement, c'était le nerf de la guerre. Donc tous les directeurs immobiliers, directeurs de développement couraient dans les centres-villes et dans les centres commerciaux pour avoir le local d'angle dans la bonne rue ou dans la bonne partie du mail pour être visible, parce que la boutique avant tout c'est de la visibilité et ça communique auprès des clients. Mais aujourd'hui la fonction de la boutique c'est plus seulement de la communication ou de la visibilité, c'est aussi une expérience client qui est essentielle, parce que la boutique, sa fonction, c'est de faire du business, c'est de faire aussi revenir nos clients et surtout de les chouchouter. Et pour chouchouter les clients, il faut qu'on ait des équipes qui soient plutôt en forme et qui soient contentes de venir travailler dans nos boutiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire je sélectionne une boutique uniquement sur la partie front office, uniquement sur une surface de vente qui soit accueillante. Il faut aussi que les salariés qui travaillent dans cette boutique soient à l'aise, soient confortablement installés et puissent délivrer un message aux clients qui soit positif
parce qu'ils sont bien et qu'ils sont contents de travailler pour Ouais. la marque. On est plus seulement sur la maximisation de l'espace de vente et la rentabilité au mètre carré absolu, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, ça crée une contrainte supplémentaire parce qu'on a des villes en France. Moi, j'ai un cas récemment à Nantes où l'enseigne, puisque j'ai une enseigne qui est plutôt premium, on cherchait un emplacement premium et on était sur une rue particulière sur lesquelles les locaux qui existent sont des locaux assez petits, exigus. Et donc, on a travaillé tout ce qu'on a pu pour essayer de faire rentrer le front office. Le front office passait, mais le back office passait pas, même avec une réserve déportée. Et de fait, on a abandonné le projet parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui que l'expérience client va être délivrée correctement si l'équipe n'est pas à fond et contente de venir travailler tous les matins. Thomas. Ouais. Si quelqu'un veut bien Micro. filer un micro. Alors, tout à fait, je rejoins un peu Stéphanie et Caroline, et Carole, pardon. Oui. Néanmoins, je pense que l'emplacement est toujours entre guillemets une priorité. Oui. On fait du business, on ne va pas s'implanter dans une rue si elle n'a pas d'intérêt commercial. Et toutes les enseignes pour lesquelles j'ai pu travailler ou pour lesquelles vous travaillez aussi visent d'abord un emplacement. Ils travaillent beaucoup et souvent avec des équipes de brokers réparties sur le territoire qui sont spécialistes des régions, couplés à un logiciel de géomarketing pour correctement s'implanter. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va passer plutôt effectivement aux règles des usages, penser aux usages sur les locaux retenus. Il faut surtout pas, excusez-moi, oublier les règles de copropriété quand on s'installe. Ouais. Parce que bien souvent, en fait, même si le local est bien placé et que l'aménagement est possible et que le concept s'y prête, l'activité ne sera pas forcément autorisée. Alors dans le retail, ça pose pas forcément de problème. En revanche, quand je parle de mon cas personnel, en restauration, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ensuite, techniquement, il faut bien réfléchir à l'implantation parce que souvent, si tous les feux sont au vert, on peut s'y implanter et l'adresse est parfaite. Techniquement, les modifications à apporter peuvent chambouler et complètement faire exploser les capex envisagés pour s'implanter, ce qui a un impact sur l'atterrissage final et la rentabilité de la boutique. Il faut aussi penser aux collaborateurs, j'imagine, au bien-être des collaborateurs, des équipes qui sont présentes. Alors, l'étape suivante, c'est penser aux usages des collaborateurs, à comment ils vont exploiter et opérer dans la boutique. Donc, bien sûr, si les 3 premiers paramètres sont bons, on va penser aux usages et à la façon dont vont utiliser les cellules les collaborateurs. Voilà. On en reparlera un peu tout à l'heure sur justement pardon, ce lien entre les équipes opérations finalement et les équipes conception. Il faut trouver un juste équilibre entre l'emplacement, l'activité, donc les usages, et le confort des collaborateurs. Voilà, dans cet ordre-là. Je pense que je dirais plutôt les choses comme ça. Ok, merci. On sait aussi, au-delà de cette règle de la rentabilité à tout prix qui a évolué, on sait aussi qu'aujourd'hui, on lance plus un concept comme il y a encore quelques années, où on sait qu'un concept, ça doit durer 7 ans, on claque un demi-million pour le design, voire plus. Pardon, Carole, excusez-moi, je n'avais pas tes chiffres. Mais aujourd'hui, on sait que ça porte plus forcément beaucoup de sens, peut-être pas encore pour certaines anciennes premium, parce que les choses évoluent tellement vite, il y a quand même une grosse incertitude sur le point de vente physique, on ne va pas complètement se voiler la face. Donc finalement, quand tu crées un point de vente, comment tu crées un concept, est-ce que tu penses déjà à ses futures évolutions, à sa future modularité? Comment c'est pensé? Alors, dans le cas de Nespresso, c'est un petit peu particulier puisqu'on a des boutiques partout dans le monde et qu'on a forcément une uniformité au niveau du concept. C'est-à-dire que, alors si je pousse jusqu'au bout, la boutique de New York devrait être exactement la même que la boutique de Nice ou la boutique de Zurich. Et c'est le cas ou pas? Alors, approximativement oui, parce qu'on a quand même 4 déclinaisons en fonction des époques et on ne peut pas, quand on fait évoluer le concept, on ne peut pas remettre à jour et rénover toutes les boutiques simultanément.
Pour autant, il y a quand même une base qui doit rester la même. Et dans la mesure où on a un concept qui est plutôt premium et des produits de qualité, on est très attaché à avoir une boutique qui soit un vrai écrin qualitatif. Ce qui veut dire qu'on est très attentif aux matériaux. Les appels d'offres sont faits pour le monde entier. Le mobilier, on a 3 fournisseurs de mobilier, tous italiens. Et donc du coup, effectivement, c'est un coût d'aménagement de concept qui est assez élevé. De fait, pour faire évoluer le concept, d'abord on suit les tendances, mais comme tous, on a besoin de répondre aux attentes de nos clients et d'être dans le mouvement général, je vais dire. Mais pour autant, comme on ne peut pas redéfinir un concept du début à la fin et de tout redémarrer pour le monde entier, puisque ça voudrait dire une implication sur le monde entier, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer de la scénarisation. Donc que ce soit sur certaines sorties de produits où on confectionne un mobilier très particulier. Alors, quand on a sorti les capsules compostables, par exemple, alors si vous allez dans les boutiques Nespresso, vous allez voir, il y a un mobilier qui est absolument extraordinaire et qui permet de scénariser l'intérieur de la boutique sans forcément remettre le concept complètement à plat et créer un effet un peu waouh, parce que l'idée aussi, c'est que le client ne s'ennuie pas. Et qu'il soit content de revenir en boutique, parce que l'objectif c'est de le fidéliser, on est quand même toujours là, de le faire revenir. Et nous on a des clients qui viennent environ une fois par trimestre, donc on a le temps de faire évoluer les vitrines. On met aussi des touches pour par exemple concernant la RSE, on a un mur végétalisé qui a été rajouté dans les boutiques parce que effectivement ça crée une ambiance qui est un peu différente. On a un mobilier pour le recyclage. Enfin, le concept finalement évolue par touche, pas forcément du tout au tout. Sur le concept évolutif, Olivier, ça impacte aussi le choix du matériel ? Le choix du matériel, oui, c'est très important. Moi, j'ai souvenir dans ma carrière que les points de vente, il y a quelques années, au bout de 5-6 ans, on mettait tout par terre et on refaisait intégralement toute l'installation. Ce qui était plutôt pas mal pour nous. On revendait des installations neuves tous les 5-6 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je dirais que notre challenge qu'on a avec les directeurs travaux, c'est de penser à l'après dans leur concept, au choix du matériel, parce que on peut avoir différentes solutions, de la cassette, du gainable. Aujourd'hui, nous, on voit du matériel qui va vivre dans 2-3 concepts de magasins. Donc, on fait de plus en plus d'interventions où on va retravailler du matériel existant, on va le repositionner, mais on est aujourd'hui sur des cycles de vie de matériel qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on a pu connaître. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte, sur tout le cycle de vie, d'entretenir et de faire en sorte que le choix du matériel à la base aussi, qui est importante, la marque, on a de très bonnes marques dans le club d'ailleurs, on va pouvoir s'assurer qu'on a une durabilité du matériel et ça c'est très intéressant. Et Envoya est présent évidemment sur le salon, je tiens à le préciser. Aussi. Excellent. Justement dans cette lignée dont tu parles, Olivier, sur le fait qu'avant, tu as raison, un point de vente, on changeait le concept, on bénait tout. Aujourd'hui, alors moi quand j'étais chez Esprit, déjà il y a 10 ans, on le faisait. Quand on fermait une boutique ou quand on changeait un concept, on récupérait tout ce qui pouvait être récupéré, tout ce qui était en bon état. Mais quand je parle de tout, on parlait des rideaux de cabine d'essayage, quoi. On essayait de ne rien gâcher. On stockait tout, on inventoriait tout et on s'en servait pour justement faire les évolutions de concepts des concepts antérieurs ou pimper un peu des boutiques multimarques qui pouvaient avoir des difficultés financières pour aménager, tout simplement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. Je ne sais pas si c'est Isabelle, tu veux peut-être en parler de ce que vous faites un peu chez Kiabi sur le sujet. Je crois que vous êtes quand même assez moteur. Tout à fait. Et effectivement, aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité ce que tu faisais déjà il y a 10 ans chez Kiabi, et c'est chouette de l'avoir chez Esprit, donc c'est chouette de l'avoir lancé il y a 10 ans. Effectivement, nous aujourd'hui, on essaye de réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nos crémaillères quand on se dira elles sont démodées,
elles correspondent plus à notre concept, elles correspondent plus au message qu'on veut faire passer à nos clients, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors il y a 2 solutions. C'est déjà de réfléchir en amont. Quelque part, le concept doit anticiper, quand il fait un concept, il doit anticiper le concept suivant pratiquement, et de se dire, ma crémaillère, il faut qu'elle garde un usage de crémaillère, et qu'est-ce qu'on pourra en faire autrement après? Et c'est vrai pour tous les mobiliers, je parle de la crémaillère parce que je pense que ça parle à tout le monde, mais c'est vrai pour tous les mobiliers. Dans ce sens-là, on va réfléchir adaptabilité et pendant la vie du concept, parce qu'un concept évolue finalement tous les jours pendant sa vie, et quand on a décidé, entre guillemets, de l'arrêt de mort du concept, le mobilier doit pouvoir continuer à être adapté pour le concept d'après. Ça, c'est une première option, c'est l'idéal. Et la deuxième option, c'est de se dire qu'un mobilier qui ne nous plaît plus, qui est démodé chez nous pour un magasin qui habille, il garde son usage de mobilier pour une ressourcerie, par exemple, pour une école. Il m'est arrivé de donner du mobilier à des écoles qui étaient très contentes de trouver du mobilier pour les livres pour les enfants. Et donc, c'est pas parce que le mobilier ne nous va plus qu'il n'a plus son usage de mobilier. Et donc, il faut se mailler, et il y en a de plus en plus avec tous les réseaux de circuits de seconde main, que ce soit les ressourceries, que ce soit les gens qui ont fait leur business de récupérer pour revendre. Et je pense que c'est là aussi où on va gagner ce match-là en évitant de refabriquer tout simplement parce que nos goûts ont évolué, ce qui est très dommage. Dommage chez Café Joyeux, comment vous gérez vos stocks, vos inventaires? Le micro, on colle bien le micro. Ouais. Excusez-moi. Vas-y. Alors, quelle que soit la taille du réseau, moi je repense un peu à ce que disait Carole tout à l'heure, c'est qu'on peut pas, quand on change de concept, on ne peut pas rénover un réseau complet en même temps. Ouais. Et donc du coup, du mobilier sur des boutiques qui restent ouvertes et qui sont rénovées tout de suite, on peut le conserver. Maintenant, effectivement, on n'a pas toujours la place, on a des locaux qui sont parfois trop petits, et toutes les enseignes n'ont pas des locaux de logistique à disposition. En revanche, on peut travailler avec de très bons logisticiens. Si je peux en citer un, par exemple, je l'ai fait dans le passé avec Bedel. Et c'est vrai que c'est très pratique parce qu'en fait, ça ne nécessite pas d'avoir de louer des locaux supplémentaires en stockage. Et il propose des solutions assez innovantes, je ne sais pas, mais en tout cas très pratiques. Je sais que j'ai fait retirer du mobilier. En fait, ils stockent dans des locaux qui leur appartiennent. Ils viennent récupérer le matériel, ils le stockent dans des conteneurs en bois qui sont ventilés, donc qui protègent votre mobilier. Et ils vous mettent à disposition une plateforme internet sur laquelle votre inventaire a été fait et est mis à jour en temps réel à chaque retrait d'articles ou à chaque ajout. Ouais. Alors moi j'étais aussi chez Bedel, mais il y a 10 ans il n'y avait pas la plateforme internet où on pouvait faire ça. Donc on a toujours un stock à jour et ça évite aux marques, à nos marques d'investir dans les locaux de stockage qui sont lourds à supporter. Donc l'emploi d'une deuxième vie serait plutôt sur du remplacement, sur des boutiques qui ne sont pas encore rénovées, qui ne sont pas encore passées au concept suivant. On va pouvoir taper dans le stock actuel pour rééquiper les boutiques, pour remplacer le mobilier qui est usagé, par exemple. Voilà. Mais du coup, tu as le coût de dépose, de transport, de stockage, de repose. Et si on prend l'exemple des coffres-forts, parce que moi j'ai toujours ça en tête, où quand on arrive dans un local et qu'il y a un coffre-fort et tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là, et en fait, il vaut mieux le laisser là plutôt que de le déposer, de l'enlever. Moi, par exemple, sur Nespresso, je peux pas faire des dons de mobilier parce qu'on est trop. Oui, le mobilier est tellement. Brandé, Nespresso, c'est ça, associé à la marque. Ça poserait vraiment des problèmes et on l'accepterait pas du tout, ce qui est dommage, mais pour autant. Et par contre, stocker du mobilier ancien, alors déjà, il faut que ce soit dans des concepts. Qu'il n'y ait pas une différence de teinte, mais nous, le transport et le risque d'abîmer un mobilier, du coup, on ne le prend pas en fait. Et on préfère travailler le recyclage d'anciens mobiliers sur place plutôt que de se dire on va le promener et il risque d'arriver de toute façon. Oui. Ça va nous coûter,
et il risque d'arriver un peu abîmé. Et là, c'est l'image de l'entreprise. Enfin, en tout cas, on est très attentif à ça. En général, le transporteur en est responsable. Oui, mais bon, ça n'exclut pas... Dans le camion, si le mobilier est assuré... Alors, moi, j'ai envie ouais. j'ai envie de donner un autre point de vue. C'est effectivement le coût du transport. OK, donc là, on est sur quelque chose, je pense, assez court-termiste. Si tu te mets dans une projection un peu plus globale, t'évites de la production, t'évites de la fabrication, donc t'évites aussi du transport entre ton fabricant de mobilier et ton magasin. Et donc, finalement, sur un point de vue beaucoup plus macro, au final, ça va te coûter moins cher de le retraiter en local et de faire peut-être tourner des camions à droite à gauche. Mais sur un point de vue macro, tu évites aussi des effets carbone de fabrication, etc. Donc tout dépend, je pense, si on se met sur un point de vue macro, parce qu'on pilote nos CAPEX au jour le jour, sur un côté micro, en pilotage de CAPEX au jour le jour, ou sur un côté macro, où on pilote des effets de gaz à effet de serre, etc. Je voudrais avoir votre point de vue sur l'efficacité opérationnelle. On sait qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux économiques, évidemment, pour toutes les marques. Est-ce que les choses ont aussi évolué aujourd'hui en termes d'efficacité opérationnelle? Qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence, Olivier? Moi, sur ce sujet-là, effectivement, aujourd'hui, on a du matériel de plus en plus performant. Je dois dire que les fabricants, depuis maintenant quelques années, ont travaillé sur ce sujet pour avoir des machines avec des coefficients très très intéressants. On voit maintenant arriver sur le marché de plus en plus de systèmes de pilotage qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement de nos installations techniques, parce que par expérience, on va encore quelquefois sur des sites où la climatisation, où la ventilation, elle va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça n'a pas forcément un intérêt. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a tous les moyens pour pouvoir avoir et le bon choix technique avec du matériel le plus performant possible et de pouvoir également le piloter. Après, qu'est-ce qui fera la différence? J'ai envie de dire, c'est quelque chose, peut-être que je rêve, et là je vais me tourner vers quelques fabricants qui sont là, c'est que notre marché, il n'y a pas vraiment de marché de l'occasion de la climatisation. Il peut arriver que des gens nous disent, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas installer, vous n'avez pas du matériel qui traîne? Je dois dire qu'aujourd'hui, quand on dépose du matériel, à 100%, il est recyclé, oui. Mais en tous les cas, il n'est pas réutilisé. Et pour quelle raison? Parce que pour des questions de fiabilité, de garantie, lorsqu'on dépose un produit, on n'est jamais certain qu'il va repartir. Donc c'est des engagements, c'est un peu délicat. Puis en tous les cas, nous, installateurs, on propose des conditions de garantie avec des extensions de garantie, des contrats de maintenance qui vont faire que finalement, pendant un certain nombre d'années, l'utilisateur, il va pouvoir maîtriser son coût d'exploitation avec un contrat de maintenance et pas avoir des coûts de curatif qui sont élevés. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que demain, sur l'aspect environnemental, par contre, moi, en tant que professionnel, j'ai quand même souvent le sentiment de jeter beaucoup de choses qui pourraient peut-être demain être réutilisées. Je vais parler des cartes électroniques. Aujourd'hui, nous, on a mis au sein de notre société un tri par rapport à ces produits. On travaille avec une société qui récupère gratuitement l'ensemble des cartes électroniques et qui les répare. Alors on essaye, et on en parle à nos clients, d'avoir sur ces produits-là une seconde vie. C'est intéressant en termes de tarifs, mais la difficulté qu'on a, c'est sur des problèmes de délai d'approvisionnement où on ne va pas être très réactif en délai de réparation. Et vous, très souvent, par rapport à vos magasins, la notion de confort, elle est très très importante. Mais je pense que demain, peut-être que les fabricants, ils devront réfléchir à une seconde vie, à de la récupération, pour faire en sorte de réutiliser quand même un produit composé de métaux quand même rares et qui seront peut-être un jour, on n'en aura plus. Isabelle, côté Kiabi, aussi les choses ont évolué côté opérationnel? Alors, tout à fait, et je trouve très intéressant ce que dit Olivier sur le recyclage des clims, parce qu'on a parlé du mobilier, mais effectivement, il faut se poser la même question sur les matériaux de chantier. Pourquoi pas recycler? Alors nous, on le fait sur des portes automatiques. Ça nous arrive de démonter des portes pour replacer autre part. Mais effectivement, quid sur des clims, sur tous les équipements de chantier. Nous, on le fait aussi sur des éclairages. Nous, on fait effectivement tourner un peu des camions, mais
en se mettant sur un point de vue macro, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je trouverais hyper intéressant qu'effectivement, il y ait des filières qui se développent de recyclage finalement de clim et de clim de seconde main. Et effectivement, au niveau opérationnel, il y a tout ce qu'on appelle les GTB, les gestions techniques des bâtiments, qui nous aident tous en tant qu'exploitants à mieux piloter de façon plus intelligente en fait nos magasins. Il y a aussi des éclairages maintenant qui réagissent à la luminosité extérieure. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Et puis, en termes de clim, il y a les clims adiabatiques qui nous font revenir à ce que faisaient nos arrière-grands-parents en refroidissant avec des gouttelettes d'eau sur un ventilateur. Mais je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir de façon très pragmatique selon chaque site. Parce que une configuration sera adaptée à un site mais pas à un autre. En fait, on ne fait pas la même chose à Brest qu'à Marseille ou qu'à Strasbourg. Et une fois de plus, il faut s'adapter au bâtiment et à ce qu'on trouve et à la région, et ne pas se dire je déploie en automatique tel type de clim. Non, parce que selon... voilà, et donc je pense que c'est ça dans l'efficacité opérationnelle, c'est ça qui rendra le match gagnant à la fin. Thomas, tu avais l'air assez surpris quand Isabelle a parlé de recycler les portes automatiques. Je t'ai vu sourire. Vous avez un vrai rôle à jouer. Comment est-ce que vous embarquez les équipes? Comment est-ce qu'on les responsabilise aussi? On leur fait comprendre qu'il y a un vrai rôle dans l'excellence de leur point de vente et pas uniquement en termes de chiffre d'affaires? Le micro, Thomas, s'il te plaît. On a beaucoup parlé de mobilier et d'agencement des concepts. Aujourd'hui, un concept, un réseau, c'est surtout l'expérience client, la délivrance d'une expérience client. C'est toujours au cœur du concept et de la réussite d'un réseau ou d'un business. Et pour ça, c'est indispensable que les collaborateurs aient accès à un point de vente bien entretenu avec des équipements qui fonctionnent. C'est ce qui va leur permettre de se focaliser sur l'expérience, l'excellence opérationnelle sur site. C'est hyper important. Pardon, je parle pas assez près du micro. Je vous prie de m'excuser. Et comment tu fais pour que les équipes... Pour les impliquer, en revanche, impliquer, c'est que je leur partage les budgets engagés en réparation, en maintenance des équipements, que ce soit de la maintenance préventive ou curative, et sur les CAPEX engagés aussi quand on rénove ou qu'on répare leur boutique. Parce qu'ils se rendent compte, ils prennent conscience du niveau d'engagement des marques sur l'investissement des équipements ou des aménagements, même des locaux. En fait, c'est quoi? C'est la transparence finalement qui vous aide en mettant carte sur table. C'est pas un secret. Les collaborateurs font partie de l'entreprise au même titre que nous au siège, entre guillemets, dans les bureaux. Oui. Et c'est important de leur partager ce qu'on peut investir, ce que la marque peut investir dans leur outil de travail. Et leur outil de travail, c'est l'écrin du produit ou service rendu. Et c'est ce qui va aider, c'est l'outil qui va aider à la délivrance de l'expérience client, qui est au cœur du concept. On n'en a pas encore parlé, mais c'est très important. Et en tant que directeur technique, vous avez la volonté, l'obligation de vous rendre disponible aussi pour être aux côtés de vos équipes. Ouais, j'attache beaucoup d'importance, alors à titre personnel, à me rendre hyper disponible sur mes heures de travail. J'entends. Je les briefe dès le départ, en fait, que le week-end, je n'existe plus. En revanche, dès le lundi matin à 8h jusqu'au vendredi soir 19h, je suis là, il n'y a aucun problème. Et je suis là pour répondre à leurs besoins. Et souvent, ils le rendent. C'est important d'arriver à former une équipe avec les gens en point de vente. Parce qu'on n'y est pas et que nous on leur apporte une expertise technique sur leur installation, on leur apporte un outil, on les aide à l'entretenir. Eux par contre ils l'utilisent et ils sont les yeux qu'on n'a pas sur site. C'est ce que j'allais dire. C'est indispensable de former une équipe solide avec eux pour aller vers un but commun qui est la réussite de nos réseaux. En fait on marche tous vers un même but. C'est la réussite du concept. Ouais. Isabelle, tu es d'accord avec Thomas sur le fait que les équipes, c'est le nerf de la guerre, en fait? Complètement, mais on parle des équipes exploitation en magasin, on parle aussi des équipes travaux. Donc effectivement, en magasin, on leur parle de chiffre d'affaires. Mais je pense qu'il faut avoir en tête qu'on ne fait pas des magasins pour faire des beaux magasins. Aucun intérêt, on fait des magasins
pour qu'il soit efficacité et qu'on soit dans l'excellence opérationnelle. Et pour être dans l'excellence opérationnelle, il faut que les exploitants se sentent bien, comme disait Carole tout à l'heure. Et pour ça, nous, chez Kiabi, on réfléchit en amont, en fait, avec les exploitants. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne, au niveau du concept, qui dessine le plan dans son coin. Non, c'est tout un groupe de personnes qui vont avoir usage du bâtiment. On sait tous que des équipes, un magasin correctement conçu, les équipes vont passer un minimum de temps en réassort. Le temps qu'ils ne vont pas passer en réassort produit, ils seront disponibles pour les clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc nous, on va les embarquer, on va embarquer l'exploitation très en amont du projet et on va tout au long du projet construire en fait avec l'exploitation. Et quand je dis qu'on embarque aussi les équipes travaux pour qu'ils soient mobilisés en fait pour faire des magasins dans les délais les plus rapides possibles, chez Kiabi, on rénove nos magasins ouverts. Donc on procède par phasage. Et donc, vous imaginez bien que même si on fait en sorte de faire en dérangeant le moins possible l'exploitation, il y a forcément une gêne pour les équipes magasins et pour nos clients. Donc la finalité, c'est d'essayer de faire le plus rapidement possible, en générant le moins de gêne possible, et bien sûr pour le moins cher possible. Et donc l'équation n'est pas simple. Donc le job des responsables travaux, c'est effectivement de trouver des trucs et astuces avec les prestataires pour faire un effet waouh dans un minimum de temps. Ouais. Chez Kiabi, on embarque également les équipes, on parle souvent de l'ADN des Kiabeurs, c'est quelque chose d'intrinsèque qui est validé bien évidemment au recrutement, mais bon, comme les gens ont 30 ans d'ancienneté dans la société, ils grandissent avec la société pour beaucoup. Mais surtout, on embarque également parce que chaque Kiabeur a la possibilité d'être actionnaire en fait de Kiabi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper fort en fait dans l'ADN chez nous. Et chacun d'entre nous sommes également intéressés, tout simplement par une prime, sur l'activité des magasins. Et c'est une partie non négligeable de notre rémunération. Et je pense qu'on travaille tous quand même pour la rémunération, pas que pour la gloire, en tout cas moi, très objectivement. Et donc c'est vraiment un moteur. En fait, on a tous un but commun qui est le même, et c'est ça aussi qui nous permet d'embarquer l'ensemble des équipes en fait chez Kiabi. Isabelle Ekache, c'est pour ça qu'on t'adore. On va vous donner la parole dans quelques instants si vous avez des questions évidemment à poser à nos intervenants. J'ai juste une dernière question me concernant. On parle beaucoup de l'engagement des équipes. On parle évidemment des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux, le respect de la planète, la certification B Corp. Qu'en est-il de l'engagement des jeunes générations aujourd'hui? Est-ce que vous les placez au même niveau que ceux qui sont là d'un peu plus longtemps? Carole? Alors, Nespresso, on a obtenu effectivement la certification B Corp. B Corp, c'est une certification extrêmement exigeante. C'est un nombre de points qu'on doit obtenir et c'est évalué par une ONG indépendante qui s'appelle Bilab, je crois. Et donc, c'est un engagement de l'ensemble des collaborateurs. C'est la raison d'être... C'est associé, apparenté à la raison d'être aussi de l'entreprise et de tous les collaborateurs. Donc, on doit... Mais les jeunes, ils adorent. Hein. En fait, il y a tout l'engagement qui est pas seulement dans la protection de la planète, c'est aussi la sécurité des salariés, c'est l'inclusion, c'est le handicap, c'est tout ce qui peut considérer que le collectif est aussi un élément important dans la vie. Donc les jeunes, oui, ils adhèrent complètement. Après, ça crée aussi des contraintes. Hein. Le tri 5 flux, c'est pas facile, hein, surtout en boutique, parce que ça prend de la place. Mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et ça donne un sens important, je pense. Olivier, le micro, c'est un peu comment est-ce qu'on associe votre activité, ton activité et la préservation de la planète? C'est un peu un irritant chez certains. Comment est-ce que vous avancez, vous, sur le sujet? Alors, évidemment, nous, étant frigoristes, puisqu'on manipule des fluides frigorigènes, on se doit effectivement d'être
respectueux de l'ensemble des normes et des consignes qui nous sont dictées par les organismes, puisqu'on est vraiment on est contrôlé. On a tous les ans un numéro d'agrément qui nous permet de faire notre activité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est des sujets qui sont très importants parce que les jeunes, mais comme les anciens d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui on vit tous sur la même planète, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 20 ans. Moi j'ai joué avec du R22, avec du R12, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui étaient des fluides qui étaient entre guillemets très polluants, et on faisait 10 fois moins, 20 fois moins que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, et par rapport aux gens avec qui on travaille, on se doit d'être irréprochable sur tous ces sujets environnementaux. Après, on a des gens dans le service com sur lesquels on travaille, avec évidemment une politique RSE au niveau du groupe, et on voit, on se challenge, des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Nous, on a une entreprise qui a un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, on se challenge sur les consommations de carburant, sur tout un tas de sujets où tout le monde, alors on se note, mais on a la possibilité de voir combien son collègue il a fait. Mine de rien, c'est assez rigolo, et puis ça crée une émulsion d'équipe. Aujourd'hui, il faut que les gens et tout le monde trouvent du sens à venir à l'entreprise, quoi. Parce que je pense que, sincèrement, si on n'est pas une entreprise vertueuse, je pense qu'une partie de la population, finalement, peuvent quitter l'entreprise, et on doit garder absolument les jeunes talents qui sont chez nous. Donc, on donne du sens. Ok. On va arriver un peu à la conclusion de cette table ronde. Je ne sais pas si chacun d'entre vous avait un dernier conseil, un mot de la fin à donner aux autres. Je ne sais pas qui veut commencer. On n'a pas fait trop d'ordre. Carole, puisque tu as l'air bien accrochée à ton micro. Alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants ». Et je trouve que ça résume tout. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour l'avenir. Vous avez 4 heures. C'est ça. Il faut travailler pour l'avenir. Il faut intégrer la durabilité. Le sens est essentiel, et je pense que tous les jeunes générations ont vraiment besoin de ça, et on voit bien qu'ils n'ont pas du tout le même niveau d'exigence que ce que nous, on pouvait avoir à notre époque. Et c'est vrai que c'est plus cher, c'est plus long, c'est plus compliqué. Il faut être un peu créatif, il faut trouver des solutions. Mais la durabilité, c'est vraiment aussi le nerf de la guerre. Comme l'humain dans la boutique, une boutique sans clients, c'est pas une boutique, mais il y a des clients uniquement parce qu'il y a des équipes. Donc l'humain est au centre, et il faut préserver l'humain et rester dans le durable par tous les moyens, même si ça coûte plus cher, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses qu'il y a, je pense qu'il y a une notion aussi d'éduquer les autres générations. Vous éduquer nous, les vieux, là-dessus, ou comment tu vois le truc? Peut-être que ça peut faire ping-pong, parce qu'on voit aujourd'hui, moi je vois mes enfants, ils prennent vélo électrique, mais ils le louent. Enfin, moi je suis étonnée par leur façon de s'adapter et de se dire, non, une voiture, si on peut s'en passer, on fera autrement. Le train, c'est très bien. Soyons collectifs. L'approche, non, moi je pense que les enfants, en tout cas moi les miens, ils sont assez, ils savent que il y a un temps à respecter, et qu'il faut faire attention à notre environnement. Ouais. Thomas, allez, en 30 secondes pour terminer ce tour de table. Oui. 31, allez, on est large. C'est simple. Moi j'ai 2 adjectifs, c'est la simplicité et le pragmatisme. Ok. Voilà. On a un cerveau qui est une formidable machine à simplifier les choses, et bien souvent, pour paraître peut-être plus expert, je ne dis pas que c'est une généralité et qu'on fait tout ça, en tout cas parfois on a... Pardon, il faut pas que je bouge le micro. Ouais, pardon. Je ne dis pas qu'on fait tout ça, en revanche, on a tendance à rendre complexe des choses qui pourraient être beaucoup moins, pour paraître plus expert, plus professionnel. Alors que ça ne sert à rien. Il faut se concentrer sur le bon sens et sur le fait que ce soit fonctionnel. Il faut que ça fonctionne. Le but, c'est que ça fonctionne et que ça tourne. Donc il faut, comme je disais tout à l'heure, le point de vente, c'est l'écrin d'un produit ou d'un service vendu. Ça veut dire qu'il ne faut pas travailler les sticks. En tout cas, il faut rendre disponible aux équipes un outil qui est fonctionnel et qui leur permet
de se concentrer sur l'expérience client et l'excellence opérationnelle, à tout prix. Il faut éviter de se poser trop de questions et il faut aller droit au but. Il ne faut pas tergiverser 150 ans et il faut faire simple, à tout prix. Il faut faire simple. Olivier, l'expertisme se travaille après, c'est pas un problème. Olivier, tu as le micro. Moi, je vais faire moins rêver parce que moi, je suis un peu le technique, Toi, t'as les le technique de l'équipe. ouais. On m'a demandé de réfléchir à un mot. Moi c'était toujours ce fameux mot accessibilité qui est pour nous quelque chose de primordial. Tu veux des trappes de visite accessibles, vous nous quoi. faites des bons concepts. Je veux des grandes trappes de visite. Je veux pouvoir que mes techniciens interviennent en toute sécurité. Je veux pouvoir être réactif sur les délais d'intervention. Très souvent, quand on a des moyens d'accès comme des nacelles, j'explique aux clients qu'une nacelle, que la mise en place d'un échafaudage, ça coûte de l'argent, que le contrat d'entretien peut être multiplié par 2 ou par 3 quand on est obligé d'avoir ces choses-là. Donc de bien réfléchir dès la création d'un concept à l'accessibilité. Ouais. Et puis comme les normes, elles changent, il y a souvent des clients qui nous disent « mais vous voulez une nacelle aujourd'hui, mais avant, il n'y en avait pas besoin ». Oui. Avant, je dois dire, moi, j'ai fait des choses dans ma vie, je suis monté sur des toits avec des échelles qui étaient des fois trop courtes. Bon, je ne suis pas tombé, tant mieux. Mais aujourd'hui, si je voyais quelqu'un de chez nous faire ça, je pense qu'il aurait quand même on lui tirerait bien les oreilles, quoi. Isabelle, pour terminer ce tour de table, rapidement. Alors, moi, on m'a dit 2 mots. Okay. Donc, moi, c'est adaptation aux bâtiments existants et compromis. Voilà pour le mot de la ça fait beaucoup plus que 2 mots. Ça fait beaucoup plus que 2 mots, d'accord, mais tu veux développer un peu ou tu veux pas développer du coup? Je pense que j'ai développé avant. Te sens pas brimé, hein. On a moins de 10 minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez, on espère que vous en avez pour terminer cette journée. On va vous passer un micro dans la salle. Si voilà, il y a monsieur qui lève la main là-bas, donc on va vous amener un micro. Notre hôtesse qui arrive. Je vous laisse juste vous présenter. Alors, où est-ce que... Non, on veut vous entendre. Non, soyez pas timide. Il n'y a pas de raison. Je vous laisse juste vous présenter et poser votre question. Merci beaucoup. Allez-y, testez le micro. Non. Allez-y, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Oui, bonjour, Thibaut Sartini de Circular Place. J'avais une question. Dans toutes ces thématiques-là, est-ce que vous faites appel à des produits issus du réemploi et dans les actifs que vous traitez, dans les matériaux que vous utilisez, est-ce que vous les réenvoyez vers des circuits de réemploi? Alors, moi, comment vous gérez les actifs? C'est bizarre, je m'attendais bien à ce que ce soit toi qui réponde. Excuse-moi. Je vais prendre un exemple. On est en train de démonter... à une époque, chez Kiabi, on mettait des parquets absolument magnifiques dans les magasins. Bon, sauf que nous, c'est la mode à petit prix. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se dire qu'en termes de durabilité, le parquet, au bout de 15 ans, il a quand même... sur 1600 mètres carrés, il a quand même vécu. Et donc, on est en train de démonter, en fait, un beau parquet sur 1600 mètres carrés en se disant, on va peut-être en récupérer 800. Et donc, ces 800 mètres carrés de parquet qui sont réutilisables, oui, on est en train de les remettre, en fait, dans le circuit pour qu'ils servent à des habitations ou en tout cas toute personne qui a besoin d'acheter ce type de parquet. Et effectivement, on paye plus cher pour démonter proprement, pour que ça puisse être réutilisé dans un autre site. Oui. Carole? Nous, c'est un exemple. Sur nos mobiliers, sur les tables qui sont dans les boutiques, en fait, le revêtement, si vous êtes un peu attentif, c'est du marc de café. Donc, on réutilise, c'est un recyclage du produit, puisqu'on recycle les capsules. Et si vous êtes attentif, vous verrez, c'est du marc de café. Qu'on vient vous ramener donc les capsules qu'on vient recycler chez vous, vous les réutilisez en meubles. Oui. On fait des vélos, on fait des stylos, on fait plein de choses. Juste pour revenir sur le technique, effectivement, nous, l'intégralité, puisqu'on récupère tout ce qui est fluide frigorigène, le moindre gramme de fluide aujourd'hui est récupéré, traité, voire réutilisé. Donc ça, c'est le point le plus important. Une autre question parmi vous, peut-être, levez la main, on vient vous amener un micro si vous avez une question à poser aux marques. Voilà. Il y a juste devant une question, voilà, devant.
Voilà, et vous pouvez la poser en anglais, j'imagine, que vous avez la traduction dans les oreilles. Alors, on va juste allumer le micro de monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Voilà, le temps de trouver le bouton, super. Sorry, it's in English. Parfait. Getting the business to come along with you has always been the most difficult thing to do. How do you do that when it comes to making major changes for transformation? No one understood that. Alors, Carole? J'ai compris la question en anglais, mais je ne comprends pas le sens de la question. Vous voulez savoir... oui, alors. Sometimes a process of a store doing the right thing because it has an impact on another part of the business is incredibly difficult to change the business to do the right thing. Oui. And the way that you've spoken it's very not easy, it's has been easy. So I'm curious how you get the business to do the right things that you've seen. Comment tu fais finalement pour que les... Tu sais très bien qu'à chaque fois qu'on parle de recyclage, de réemploi, on te dit bah, t'es gentil, ça me coûte 10, 15, 20% de plus, je m'en fiche, je préfère acheter du neuf. Comment tu modifies l'état d'esprit, comment tu forces les choses pour qu'elles évoluent dans le bon sens? Pas seulement dans le sens financier, on sait tous que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, on est tous comme ça dans les enseignes. Comment tu éveilles cette... Tu en as parlé, hein, les jeunes aujourd'hui ont une conscience un peu plus pushy que la nôtre. Comment finalement tu fais... Enfin, je dis Carole, mais c'est parce qu'elle a le micro. Comment on vend le concept? Voilà. Ouais, j'ai pas trop d'exemples en tête. Ce que je me dis, c'est que les comportements évoluent. Aujourd'hui, les comportements évoluent. Les capsules, elles sont recyclées. Alors, l'aluminium, c'est un matériel qui se recycle à l'infini. Donc, c'est... Mais au début, vous étiez extrêmement décrié, Nespresso, sur ce gaspillage absolu de plastique, d'aluminium. Je me souviens, les premières années, ça avait fait un four. Et après, vous vous êtes mis à communiquer sur ce recyclage qui vous a, au contraire... Exactement. Et pour tout un tas de raisons. Mais finalement, petit à petit, les clients ramènent les capsules. On recycle les capsules Nespresso, mais aussi toutes les autres. Les capsules compatibles, vous pouvez rapporter dans une boutique Nespresso vos capsules... l'or ou autre. Mais parce que le principe, c'est vraiment de faire du recyclage. Donc, il y a de l'éducation. Après, pour que ça rentre dans le modèle, dans le business model, quelque part, à un moment donné, on fait peut-être des choix. Nous, on a la chance de pouvoir se dire, si l'investissement est supérieur, on le prend parce que aussi on souhaite conserver Bicorp et que voilà, même si ça coûte un peu plus cher, on arrive à adapter, mais parce qu'on a la possibilité de le faire. Après, c'est les deux parties. C'est à la fois le magasin, la boutique qui doit proposer quelque chose, mais il y a aussi le client. Si le client n'adhère pas, ça le fera pas non plus. Isabelle ? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Si le client n'adhère pas, ça sert à rien. On pourra faire tout ce qu'on veut. Il faut savoir que chez Kiabi, en 2023, donc on a été le premier vendeur en fait de produits de seconde main dans magasins physiques en France. Et aujourd'hui, on va jusque récupération en magasin des produits en fait des clients. Alors on teste différentes choses, on essaye, on tâtonne, on revend, les gens ramènent et on revend directement sur place. On a testé, vous l'avez lu dans la presse, de la location aussi de vêtements. Mais effectivement, il faut que les clients eux-mêmes changent. Mais je pense plus on leur fera de propositions et d'offres, et plus ils adhéreront eux-mêmes aux évolutions en fait, du modèle, que ce soit dans le textile ou effectivement dans les capsules de café. Et plus les marques seront amenées à évoluer, et plus ça va impulser aussi un changement de la part des consommateurs et une vraie prise de conscience. Ouais, je pense que c'est vraiment très lié. Hein. Ouais. C'est à la fois l'évolution des besoins des consommateurs qui poussent les enseignes à se renouveler, à s'adapter dans cette démarche-là. C'est un cercle qui se veut vertueux finalement. Et il faut que la direction suive aussi. S'il n'y a pas de consommateurs, en fait, on n'a rien à vendre et on n'a pas de raison d'être en fait à la base. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Une dernière question. Alors Stéphanie, je vais te proposer de passer à la conclusion de cette table ronde. Sauf si à Thomas.
Non. Non, Thomas, tu veux dire un mot? Thomas n'a pas envie. Eh bien, écoutez, je vais remercier tout le monde, à commencer par Thomas, Isabelle, Olivier, Carole, pour ce partage, ce retour d'expérience, ce partage d'informations très sympa, très riche. Si vous voulez continuer la discussion, on est juste derrière au F57. Venez nous voir. Vous l'avez vu, on est sympa. Venez adhérer au club Enseigne et Innovation aussi. Venez prendre l'apéro, par exemple. Accessoirement. Voilà, le retail, on l'a vu, hein, en constante évolution, et c'est un besoin, le mot est sorti 20 fois, hein, besoin de s'adapter, de se réadapter en permanence. Donc le retail physique n'est pas mort, on en est tous ultra convaincus. Mais il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on évolue avec la société et les consommateurs. Et voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus, Ouais. Stéphane. Merci Stéphanie, merci également Eric Mangematin, président du club Enseigne et Innovation, qui était là et qui est à votre disposition. Si vous voulez le rencontrer et échanger avec lui, c'est le moment ou jamais. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière conférence de la journée sur la Paris Retail Week. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée.